Salut tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Roby 3 Wheel et je fais le tour du monde en sidecar Ural, donc soviétique. Ça fait 2 ans et 6 mois que je suis parti. J'ai traversé 55 pays et j'ai roulé 100 000 km. Bon, alors on est arrivé au parc où on va vous tourner la vidéo. On dirait un peu le Central Park de New York. Ouais, un peu. Un peu, bah c'est vrai hein. Regarde, les buildings, les palmiers. Bon, il n'y a pas de palmiers à New York, hein, je crois. Quel âge? J'ai 53 ans, bientôt 54, le 7 août. Et c'était quoi ton métier avant de partir faire le tour du monde? Alors j'étais policier à Genève et après j'ai été détective privé. Et du côté sportif, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Alors j'ai joué 11 ans au rugby en France. Après j'ai fait un peu tous les sports, marathon, triathlon, tir à 300 mètres, chute libre, plongée. J'ai fait 2 Dakar à moto, un en Afrique et puis le premier en Amérique latine, Buenos Aires, Chili, Buenos Aires. J'ai fait 2 bols d'or, dont un que j'ai terminé et un Dakar que j'ai terminé la même année aussi en 2009. Et voilà, j'aime tous les challenges, j'aime l'endurance, j'aime le dur et j'aime surtout conduire, et c'est pour ça que j'ai pris la décision de parcourir le monde avec 100 dates de retour connues et avec un 3 pattes. Donc pourquoi un Ural? Donc c'est un sidecar qui date de la Deuxième Guerre mondiale, une imitation de la BMW M71, M71. Et parce que pour moi c'est le meilleur sidecar, parce qu'il y a 2 roues motrices et une marche arrière. Parce que c'est un engin qui pèse à sec 360 kg. Et avec mon matos et ma pomme dessus, on fait 600 kg. Donc on fait cette vidéo avec ma fille Olivia, car on vous avait laissé la possibilité de poser des questions sur Facebook, sur un post Facebook. Et on a reçu plusieurs questions, dont la première est pour les mauvais moments rencontrés, donc les conditions de piste où tu te serais dit que le sidecar était à ses limites de ses capacités. Alors pour moi l'Ural il va partout, ça c'est un gros avantage. Donc comme je vous ai dit, avec les 2 roues motrices et la marche arrière, donc on n'est jamais bloqué. D'autant plus je transporte avec moi 3 plaques si vraiment je suis dans la caque, quoi. Et pour moi je pense le seul endroit où je pourrais pas rouler avec le sidecar, c'est dans des dunes, donc hors piste, hein. Dans des dunes, parce qu'il est vraiment trop lourd et je pense que c'est le seul endroit que où je pourrais pas circuler. Après on me pose pour les meilleurs souvenirs, lieux, zone de roulage et sensations au guidon du side. Les lieux qui m'ont vraiment émerveillé, c'était en tout premier lieu le Cap Nord en Norvège, donc en hiver. J'ai commencé le 1er décembre 2021 depuis la Suisse et j'ai pris tout nord jusqu'au Cap Nord, donc le plus haut de l'Europe, tout en haut en Norvège. Donc évidemment j'ai pris mon pied en roulant sur la glace et puis sur la neige, et c'était génial. Il y avait aussi dans le même ordre au Canada, au nord du Canada, à Tuktoyaktuk, c'était pareil. Donc neige et glace. Les chemins et les routes en Turquie, parce que la Turquie c'est un très grand pays. Et là je me suis pas mal marré, quoi. Des chemins avec de la boue, en montagne, où j'ai dormi, où il y avait des loups et des ours. Je les ai pas vus directement. Et puis il y a les routes et chemins en terre au Québec,
Et donc ils étaient en meilleur état qu'en Turquie, mais ils ont cette conception au Québec, cette liberté pour les motards, les 2 roues, les 3 roues et puis les 4 roues, mais hors voiture, hein, où ils ont 8000 km de pistes de terre, de sable, dans des super conditions. Et puis normalement avec un abonnement tu as accès toute l'année. Bon, comme j'étais touriste, j'ai pas payé. Désolé les gars, hein, mais... et ouais, le Québec, et ils développent ça maintenant dans l'Ontario aussi. Mais super route, voilà. Donc pour l'instant, les super souvenirs c'était Cap Nord, Tuktoyaktuk au nord du Canada, la Turquie. Il y avait aussi la Basse-Californie, les déserts de Basse-Californie où là c'est impressionnant. Donc je continue dans les questions au fur et à mesure, hein, ça peut se chevaucher. Alors, qu'est-ce qui l'emporterait dans un voyage tel que celui-là? Voyage qui me semble plus qu'un voyage d'ailleurs. Seul ou à 2? Alors, À 2. In fine, seul. Je vous explique pourquoi. Car le but de mon voyage, c'est pas forcément d'aller visiter des choses, c'est surtout de rouler. Mon plaisir, c'est de rouler, c'est d'envoyer du pâté, c'est d'aller tirer des courbes, c'est de rouler où personne ne roule. Donc, j'y mets mon expérience et ma vitesse et ma folie. Donc, la partie Amérique du Nord et Amérique centrale que j'ai fait avec Mag, on s'est bien marré, hein, les deux, c'est clair. Mais sauf qu'il y avait une différence de niveau. Donc moi je devais ralentir pour attendre Mag et Mag devait rouler au-dessus de ses moyens pour me suivre. Donc on s'est court-circuité au bout d'un moment et ça ne pouvait plus jouer, donc seul. Mais comme ma fille est venue, là c'est cool, là pendant 2 semaines de rouler avec ma fille. Mais le but de mon voyage c'est vraiment d'envoyer du pâté et ça je peux le faire en étant seul. Ou alors quelqu'un qui roulerait comme moi, quoi. Alors, combien de temps estimé pour boucler le continent sud-américain? Est-ce que tu t'es fixé une date pour le changement de continent? Alors, pas vraiment. Je pense que ce sera vers la fin de cette année et le début 2025. J'ai rien arrêté pour l'instant. As-tu quelques bouquins qui te tiennent compagnie dans ces aventures? Alors, non. Je n'ai pas le temps pour l'instant. Je me lève, je bois mon café, je mets mes affaires dans le panier, je roule 8 à 10 heures. Quand j'arrive en fin d'après-midi, début de soirée, eh ben, je fais mon post Facebook qui me dure 1 à 2 heures. Et après, je mange et dodo et je remets ça le lendemain. Donc, j'ai pas vraiment le temps pour ça. Les conditions météo vont probablement changer en mettant le cap au sud. À quoi tu t'attends? Alors, je m'attends à l'hiver sud-américain. Alors, pour les habitants d'ici, 15 degrés, pour eux, il fait très froid. Donc ça équivaut à un -5 pour nous. Enfin pour nous, quand je dis pour nous, Genève et Europe de l'Ouest. Donc à 15 degrés, ils skyent les miches. Donc moi je suis en t-shirt, short, mais eux, ils ont capuchon, bonnet, donc c'est marrant à voir. Mais je vais devoir repousser à plus tard un challenge que je m'étais fixé. C'est au nord de l'Argentine, frontière Chili. Je voulais monter à plus de 6000 mètres d'altitude, mais là, comme il y a des frontières qui sont fermées à cause de la neige, donc entre ces deux pays, je vais devoir attendre que l'été s'installe. Donc ce sera plutôt vers la fin 2024 que je vais faire ce challenge de plus de 6000 mètres avec le sidecar. Alors, comment choisis-tu tes destinations dans un pays? Une direction approximative ou une destination décidée en fonction de lieux exacts? Alors, le seul truc sûr, j'ai une direction. Donc je suis parti du Canada, du nord du continent, et ce qui est sûr, c'est que je vais plein sud en direction d'Ushuaïa. Après, j'ai pas vraiment de route, c'est au jour le jour. Alors j'ai quelques points importants que je m'étais fixé avant, comme la Basse-Californie, comme Tuktoyaktuk au Canada, comme le Salar de Uyuni. Mais entre ces points, alors c'est vraiment au jour le jour, et puis surtout en discutant avec les gens, parce que si le matin j'ai décidé de partir dans une direction, au café, si je rencontre une personne qui dit « Ah non, essaye ce chemin, c'est plus sympa pour ce que tu recherches », alors boum, alors au lieu de descendre comme ça, je fais comme ça. Alors, une question sur la technique. Combien de temps prend un montage pour une vidéo?
Alors, pour une vidéo de 30 minutes, il faut compter 2 jours, en tout cas pour moi. 2 jours de montage via le logiciel, l'exportation sur YouTube et les sous-titres. Donc c'est variable, ça peut être plus si la Wi-Fi n'est pas bonne ou s'il y a beaucoup de blabla. Donc plus je vais blablater, plus les sous-titres ça va être long. Eh bah bien cette vidéo. Hein? Pas mal cette vidéo alors. Oui, bah sous-titré. Là j'aurai du job. J'aurai du job. En gros, il faut dans un premier temps décharger les cartes mémoire donc de mon téléphone, de mes 2 GoPro et de mon drone. Une fois que j'ai déchargé tout ça sur un disque dur externe, ben je fais le tri, je les classe, je fais le tri et j'en élimine certaines qui sont pas bonnes, mais c'est assez rare. Et j'ai un gros défaut, c'est que je filme beaucoup, donc il me faut beaucoup de mémoire. Ensuite, une fois que j'ai tout ça, ben, je mets ça sur la timeline, donc sur la portée musicale. Je coupe, je mets des transitions, je peux mettre des effets, je mets des sous-titres explicatifs. Je travaille sur, je dois mettre de la musique aussi. Donc voilà, bah, tout ça, ça prend du temps. Au mieux, c'est une journée. Au pire, c'est une journée et demie. Et ensuite, je dois enregistrer ça comme un film. Donc là, ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Et ensuite, que le film a son propre fichier, je dois l'envoyer sur YouTube. Et là, ça peut prendre du temps suivant la Wi-Fi. Donc ça peut prendre 20 minutes, comme ça peut prendre 3-4 heures. Ça dépend vraiment de la Wi-Fi. Et une fois que j'ai balancé ça sur ma chaîne YouTube, à partir de ce moment-là, je traite les sous-titres. Et là, les sous-titres, ben, ça peut durer 2 heures comme une journée. Si je fais une tchatch comme maintenant, d'une demi-heure, 1 heure, et ben, ça va me prendre peut-être une journée. Alors on me demande, ça revient hein, souvent, on me demande le podium des plus belles pistes sud-américaines. Alors, j'ai pas roulé toute cette partie du monde, donc c'est difficile de faire un podium, mais sur ce que j'ai fait, donc il y a la Basse-Californie, qui est en Amérique du Nord et non pas en Amérique latine. Donc Basse-Californie au Mexique, les montagnes péruviennes et l'altiplano bolivien. Les montagnes péruviennes, ben, c'est un chemin hyper difficile que j'ai pris. Mais bon, plus c'est difficile, plus c'est bon. Hein. Et l'altiplano, parce qu'on est entre 3000 et 4000 mètres d'altitude et c'est plat. C'est plat comme les plaines, le plat pays belge. Salut les Belges. Voilà, après 100 000 km d'expérience, si tu devais repartir de zéro, que changerais-tu? Alors dans la préparation du sidecar, alors ben rien. J'ai juste changé la couverture du tonneau, donc j'ai mis une couverture qui est en fait de l'Alcantara de capote de voiture. Donc c'est hyper résistant, ça ne change pas de couleur au soleil, contrairement à la bâche d'origine, qui était noire et qui est devenue un peu bordeaux. Donc là ça ne bouge pas, c'est super étanche, nickel. Couverture du tonneau donc à changer, plus sa sécurité. Donc j'ai installé des œillets pour pouvoir passer un câble en acier pour éviter le vol d'opportunité. Ensuite le mini tableau de bord que j'ai fait en plus pour branchement USB et 12 volts. Les plaques de désensablement. Et puis ce que je ferais, que j'avais pas fait avant, c'est mettre des cylindres blocs un peu partout où il faut pour éviter les vibrations et les fissures. Et puis toutes les vis, Loctite. Donc la Loctite, c'est un liquide qu'on met sur la vis avant de la visser. Et puis ce liquide va se durcir et ça empêche la vis de se dévisser avec les vibrations. Matériel transporté, ben, le strict minimum, hein. Ça je le répète tout le temps, le poids c'est l'ennemi. Donc avec moi j'ai les consommables, donc tout ce qui s'use sur la moto, donc plaquettes de frein, les câbles de frein, câbles d'embrayage parce qu'ils peuvent casser, 10 d'embrayage, ampoule de rechange, du câble électrique pour en rajouter si jamais j'ai un problème, filtre à huile, filtre à air, un amortisseur en plus ben, que j'ai utilisé là récemment parce que je perdais de l'huile sur l'un des 5, donc je l'ai changé. Au niveau organisation, on me demande au niveau de l'organisation qu'est-ce que je ferais? Bah rien. Organiser, c'est avoir peur et moi j'ai envie d'avoir l'esprit libre. J'ai envie de m'ouvrir aux surprises, donc tu pars, tu sais pas où, comment. Il faut juste avoir en fait
un passeport, ça c'est obligé hein, pour passer les frontières, et puis les vaccins des pays que tu traverses. Donc il faut savoir que pour le monde entier, j'ai fait 11 vaccins en tout. Voilà, et bah, les points forts, bah, c'est le Cap Nord, Tuk 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 et Salar de Uyuni. Et comme je l'ai dit, ma seule organisation, c'est mes vidanges. Parce que je suis obligé de les faire tous les 5000 km. Et encore, il y a assez de garages, l'huile on en trouve partout. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Comment tu arrives à garder le mental et le sourire dans les moments de galère? Alors, c'est quoi un moment de galère pour vous? Je pense qu'on n'a pas la même notion. J'ai jamais été embêté avec ça. La grande différence, c'est que la personne qui m'a posé cette question, je pense qu'il réfléchit en tant que vacances. Donc quand tu pars en vacances 2 semaines, c'est clair que quand tu as un problème mécanique ou autre, là tu commences un peu à baliser parce que tu as ton avion dans 3-4 jours. Mais moi je suis pas en vacances. C'est un style de vie, j'ai tout le temps. Donc s'il m'arrive un pépin, j'ai tout le temps. Et je sais de toute façon qu'il y aura toujours une solution. Je vais trouver la solution en 1 heure, en 1 jour, en 1 semaine, en 1 mois. De toute façon, je vais la trouver. Et je panique pas parce que j'ai le temps. Ça, c'est le gros avantage. Alors, considères-tu toujours l'Ural comme meilleur site pour un voyage comme ça? Et est-ce que tu le préparais différemment? Est-ce que tu penses à renforcer les soudures ou le filage électrique? Alors ça, c'est un Canadien, je pense, qui me pose la question. Alors, oui, pour moi, c'est le meilleur side. On revient toujours à la même chose, hein. Il a 2 roues motrices et il a une marche arrière, donc je suis jamais bloqué. De plus, il a une roue complète en extra, en roue de secours, qui va sur les 3 roues. Et voilà, jamais bloqué. Et puis, il a un jerrycan en plus de 10 litres. Bon, franchement, il a tout, ce sidecar. Je ne peux pas m'imaginer faire la même chose sans un 2 roues motrices et sans une marche arrière. Alors c'est clair que sans la 2 roues motrices, je ne pourrais pas rouler dans les endroits où j'ai roulé, où il y a de la flotte, de la boue, du sable, des graviers, des montées, des descentes, parce qu'il est lourd. Non, je n'ai pas de soudure qui ont lâché, donc j'ai pas besoin de renforcer jusqu'à présent, et pourtant je peux vous dire qu'au niveau vibration et choc, j'ai même sauté avec les trois roues en l'air. Donc non, pour l'instant tout va bien. Les seuls problèmes rencontrés viennent donc du vilebrequin qui a mal été coulé en usine, donc il a cassé. Bon, ça peut arriver. Et après, les premiers problèmes que j'ai eu au niveau électrique avec mon 2e modèle, donc le modèle 2022, celui avec lequel j'ai commencé le Continent. Alors c'est soit en usine, des câbles électriques ont été coupés et ils ont été réparés, soit après dans un garage qui l'a eu, ils m'ont pas dit, il y a des fils électriques qui ont été coupés et ils ont été réparés. Et c'est dans cette réparation, avec les vibrations, j'en sais rien, où ça a été mal fait, les fils se sont sectionnés par eux-mêmes et c'est les seuls problèmes que j'ai rencontrés. Donc sans le problème du vilebrequin, si on m'avait pas coupé ces fils, actuellement avec le modèle 2022, j'aurais aucun problème. Et évidemment, Murphy il est toujours là et ses réparations, elles ont pété au mauvais moment quand il faisait moins 25, moins 30 degrés sur la Dempster. Je peux vous dire que quand j'ai démonté mon phare pour atteindre les câbles qui sont derrière, j'ai pris mes outils et ils restaient collés comme un glaçon qu'on prend du frigo, ils restaient collés sur ma peau. Et là j'ai bien cru que j'allais y passer la nuit parce que j'avais aucun véhicule qui passait et au miracle, après une demi-heure, 1 heure, il y a 2 camions qui sont arrivés, les 2 seuls d'ailleurs de toute la journée, et ils m'ont trouvé le problème et voilà, on a pu continuer. Donc date de fin, est-ce que je connais ma date de fin? Je lui dis non. Non. Théoriquement, je peux tenir 8 à 10 ans, selon mes calculs et les pays fréquentés. Financièrement, je parle. C'est clair que si je devais faire 10 ans aux États-Unis ou au Canada, ça me coûterait beaucoup plus cher que 10 ans au Pérou et au Bolivie. Donc voilà. Et puis, financièrement, comment je fais? J'ai vendu tous mes biens. J'ai changé de vie complètement. Et maintenant, au niveau propriété, ce que j'ai, c'est seulement mon sidecar et puis un peu de thunes pour manger et mettre de l'essence.
Et comme je le dis, normalement, théoriquement, je devrais tenir 8 à 10 ans. Et j'espère que pendant ce laps de temps, je vais avoir de plus en plus de vues sur YouTube pour que dans 8 à 10 ans, YouTube me permettra de vivre de ça pour que je puisse encore 10 ou 20 ans de plus. C'est ça le roulage. Le plus beau pays, le plus chaleureux et ensuite le plus éprouvant en side. Alors pour moi, ils sont tous beaux, hein. Il faut juste ouvrir les yeux. Après, ça dépend de chacun, mais je trouve du beau dans tout ce que je vois. Après, au Canada, il faut quand même reconnaître que les Canadiens sont super chaleureux, accueillants. En Amérique centrale et du Sud également, les gens sont super gentils et bienveillants. Ils n'ont pas ce stress qu'on a en Europe. Ici, les gars, ils me voient, ils me demandent presque la permission de poser une question. En Europe, ou aux États-Unis, hein, on m'accoste tout de suite sans dire bonjour. Ah, tu viens d'où, c'est quoi la marque, etc. Le mec il se barre, il n'a même pas dit au revoir. En Amérique centrale et en Amérique du Sud, ils sont bienveillants, ils sont bien éduqués, ils sont gentils. Et ça, c'est génial. Et ça partout, hein, partout. Surtout en campagne. Alors j'évite les grandes villes. C'est là où il y a la criminalité et puis les mauvais côtés, hein, la pollution, les voitures. Donc j'essaye de rester un maximum dans les montagnes, dans les déserts, dans le monde paysan. Et là, aucun problème. D'ailleurs, en 2 ans et demi, j'ai eu aucun problème de sécurité personnelle et de vol sur mon matériel. C'est vraiment le top. Alors ma fille, il y a même des questions pour toi. Dis-moi tout. On m'a posé la question, est-ce que tu es prête à échanger ta Suzuki Bandy contre la Triumph que tu as louée au Brésil? Alors, honnêtement, non, mais par sentiment. Dans le sens où, c'est vrai, dans le sens où c'est ma première moto, etc. Mais rapport poids-puissance, la Triumph est mieux, ça c'est sûr, hein, elle est beaucoup plus légère pour la même puissance. Donc confort et rapport qualité-puissance, oui, je pourrais l'échanger contre la Triumph. Je crois que la Triumph, elle fait moins de 200 kg. Elle fait moins de 200 kg et la tienne, elle fait 245. 250, ouais. 250, ouais. À peu près. Ouais. Et puis, une autre question pour toi. Est-ce que tu pèses contre le paternel en grognant dans ton casque quand il t'amène dans des chemins qu'il aime? Écoute, je vais pas spoiler la vidéo, mais les premiers chemins où tu m'as amené, non, parce que je trouvais ça quand même cool. Mais le chemin où tu m'as amené dans les maïs, dans les champs de maïs, en fait j'ai tellement fait de moto dans une position, je pense, qui n'était pas correcte au début, je sais pas pourquoi, que du coup j'avais mal au dos. Ça veut dire que chaque petite bosse ou décalage que je vais faire avec la moto sur la route, ça me fait mal au dos. Alors le fait d'aller dans des chemins de motocross, dans les maïs, avec mon dos qui me faisait mal, oui j'ai pesté, surtout que c'était sur la fin d'une étape, qu'on arrivait dans 30 km dans un hôtel archi stylé, et que là je vois que tu sors de l'autoroute et qu'on allait se taper encore 40 minutes de route sur un truc qui me faisait mal au dos. Donc oui, là... On aurait dû en faire 30 km normalement. Ouais, je sais. Mais du coup oui, là c'est, je pense, le seul moment où j'ai pesté contre toi. Sinon non, moi j'aime bien rouler. Puis on n'a pas roulé non plus de 10 heures par jour, ça je pense que j'aurais pas aimé. Parce que j'aime la moto, mais j'aime pas en faire 10 heures sur des routes style l'autoroute ou 2 fois 2 voies. Ah, mais bon, voilà, elle aime pas l'autoroute puis elle aime pas les chemins en terre, donc... Oui, mais bon, voilà. Jamais content les gamins, jamais content. Jamais content les gamins. On me pose encore cette question, combien de temps pour préparer un voyage comme celui-là? Alors, du jour où je me suis décidé, j'ai mis 6 semaines. 6 semaines plus tard, j'étais loin. En fait, les seules obligations, comme je vous l'ai déjà dit, c'est avoir un passeport en règle et faire ses vaccins. Après, c'est que du pipeau. La préparation, ça ne sert à rien. Tu vas et tu découvres au fur et à mesure. Y a-t-il des moments où tu te dis j'abandonne? Jamais. Alors ce mot, jamais dans ma bouche. Est-ce que toi t'abandonnerais si tu avais une glace à la fraise? Tu dirais non, je veux pas? Et ben pour moi, rouler, c'est comme avoir du chocolat suisse ou belge. Voilà. Il est pas mal le belge, mais il vaut pas le suisse. Mais ou une belle glace. Je veux pas dire non. Je veux pas dire non. Le truc, en fait, c'est simple. Il faut se préparer. Il y a 3 préparations à faire. Il y a la préparation physique. Bon, le physique, ça, je l'ai toujours eu. Il n'y avait pas de problème. Il y a la préparation technique. Bon, alors, le sidecar rural, il est déjà parfait. À part 2-3 petits trucs que j'ai rajoutés.
la couverture de tonneau et puis les prises USB. Et il y a la préparation mentale. Se préparer mentalement, ça évite d'être surpris. C'est-à-dire, ouais, te préparer à crever par exemple en plein milieu des montagnes turques, ça m'est arrivé. Eh ben, pas de souci, je le savais, j'ai réparé et je suis reparti. J'ai étudié toutes les possibilités. Je crois que la seule chose qui m'embêterait le plus, ce serait le vol de mon véhicule. Ça, c'est la seule chose, déjà, je ne pourrais plus conduire, hein, et ce serait la seule chose embêtante. Après, tout ce qui est casse, mécanique, tout ça, ça serait pas. Alors, je croise les doigts, hein, j'en veux pas hein, des casses, mais voilà. Donc la préparation mentale, se préparer à ce qu'on pourrait rencontrer, et quand ça arrive, on n'est pas surpris. Est-ce que j'utilise des chambres à air renforcées? Oui, j'utilise des chambres à air renforcées, donc elles sont beaucoup plus épaisses que les classiques. Et bon, ça a l'air de bien marcher pour l'instant parce que j'ai crevé que 2 fois. Et encore, c'était sur pincement. Donc ça n'a pas été crevé par un clou ou autre, c'était par pincement. Alors soit le gonflage était insuffisant au moment où j'ai tapé un trou et ça a pincé la chambre à air. Mais voilà, que 2 sur 100 000, et vu les terrains que j'emprunte, c'est pas énorme. Alors voilà, moi j'ai fini de répondre à vos questions. Maintenant, si Olivia, t'as des questions perso à poser à ton père? Alors oui, moi j'ai une question pour toi. À quelle fréquence rentres-tu en Europe, ou du moins à Genève? Alors, j'ai pas de fréquence proprement dit. Je suis rentré 2 fois, c'est-à-dire quand j'ai pas pu traverser la Russie, parce que c'était 2 semaines avant le début de la guerre, ils avaient fermé leurs frontières alors que j'avais un visa. Hein. Donc c'est là où ça a changé mes plans. J'ai dû faire tout l'est de l'Europe, la Turquie, Géorgie, Arménie, et après je suis revenu sur Genève avant de repartir sur le continent américain. Donc ça, c'était la première fois. Et la deuxième fois, c'est quand je suis rentré avec Mag depuis le Costa Rica. Et voilà, 2 fois en 2 ans et demi. Alors moi j'ai une question par rapport aux langues. Par exemple ici au Brésil, ils parlent vraiment que brésilien. Il n'y a pas d'espagnol, pas d'anglais. Comment est-ce que tu fais? Alors quand je suis dans un pays où je ne parle pas la langue et eux ne parlent pas la mienne, eh ben, il y a Google Translation, Google Traduction. Et sinon, avec les gestes, on arrive toujours à se faire comprendre. Hein. Boire, manger, fumer, c'est international. L'endroit où, jusqu'à présent, c'était le plus dur, c'est la Turquie. Parce qu'en Turquie, ils ne parlent pas anglais, ils parlent que turc. Et le turc, ça ne ressemble pas à l'espagnol. Le brésilien, ça ressemble un peu à l'espagnol. Au portugais. Voilà. Le brésilien, c'est du portugais, ouais. C'est du portugais à la base. Sauf que c'est chanté. Todo bem. Todo bem. Non, c'était l'endroit le plus dur, c'était ça. Après, je pense que où ça va vraiment être chaud, c'est les pays asiatiques. Donc tout ce qui est Japon, Chine, ça va être chaud parce que s'ils ne parlent pas anglais, je ne sais pas comment on va faire. Donc ça va être les gestes. Bon, et il y a Google Translation aussi. Alors j'ai une autre question, c'est quelle est la différence physique que tu ressens et que tu peux voir entre le jour 1 et maintenant? Alors par rapport à avant mon départ et maintenant, la plus grande différence c'est que j'ai perdu, je pense, entre 5 et 7 kilos. Parce que le fait d'être sur le sidecar 10 heures par jour, voilà quoi. Bien que le sidecar est physique, j'ai perdu pas mal de muscles. Ça, c'est une grande différence. Et ça, je vais reprendre la course à pied. Je vais un peu plus bouger. Ce sera mon prochain objectif. Mais ouais. Après, physiquement, j'ai un corps de mannequin. Donc, il reste toujours bien, toi. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Sim. Filho! Gelado. Brasil!